Bien, bonjour tout le monde. Merci d'être venu pour cette troisième journée des Rencontres du ciel et de l'espace 2024. Alors j'aimerais, avant de présenter notre conférencier, entamer la journée par une question que je suis sûr vous vous posez toutes et tous le matin au petit déjeuner, qui est la suivante. L'antimatière antigravite-t-elle? À savoir, si vous lâchez une particule d'antimatière dans un champ de gravité, c'est-à-dire dans les airs, est-ce qu'elle va tomber? Est-ce qu'elle va monter? Est-ce qu'elle va faire quelque chose d'intermédiaire entre les deux? C'est une expérience importante car des résultats de cette expérience dépendent les modèles de l'univers qu'on utilise pour décrire le cosmos aux grandes échelles. Eh bien, cette expérience, elle a été faite au Centre européen de recherche nucléaire, le fameux CERN, en Suisse. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Et je vous laisse en compagnie donc de Gabriel Chardin, directeur de recherche au CNRS. Merci de l'accueillir chaleureusement. Donc, bonjour et merci d'être présent tôt un jour comme le 11 novembre. Donc je vais vous parler de ce qu'on a appelé Dirac-Mine et je vais vous expliquer un peu pourquoi ce nom, et qui est donc effectivement un univers matière-antimatière. Alors, en fait, donc, les cosmologies matière-antimatière ont été étudiées, principalement à la fin des années 60, et puis il y a eu un renouveau, on va dire, mi des années 80 au début des années 90. Et on pourrait dire que l'avis général, c'est qu'il est, entre guillemets, bien connu que les cosmologies symétriques où il y a beaucoup d'antimatière, autant de matière que d'antimatière, sont exclues du fait que l'on n'observe pas l'annihilation entre les deux, que vous savez que vous mettez un gramme de matière à un gramme d'antimatière, ça se voit, ça fait une explosion nucléaire qui est équivalente à peu près à Hiroshima ou peut-être un peu plus. Et donc, dès qu'on met en contact les deux d'un point de vue cosmologique, on devrait voir un flux gamma. À notre époque, c'est des gammas de l'ordre de 100 MeV, donc c'est des endroits où il n'y a pas tant que ça de gamma, et donc on peut mettre des contraintes extrêmement fortes sur la quantité d'antimatière. Sauf si les domaines de matière et d'antimatière auraient, disons, plus de 5 à 10 milliards d'années-lumière, mais dans ce cas-là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt cosmologique parce que vous êtes à distance énorme, et par ailleurs, on ne saurait pas du tout expliquer comment on a eu des domaines aussi grands où la matière et l'antimatière se rassemblent sur de telles distances. Mais donc la question est, que se passe-t-il s'il y a une répulsion gravitationnelle entre matière et antimatière? Et donc là, je vais revenir un petit peu sur un historique. D'abord très rapidement Dirac, qui a introduit l'antimatière comme la matière de masse négative et avec une charge opposée à la matière en 1928, 1930. 1932, heureusement, le positron est détecté, donc la critique de Dirac s'arrête, tout le monde accepte la notion d'antimatière, même si pour l'antiproton et l'antineutron, il faudra plusieurs dizaines d'années pour les créer. Et j'arrive à un point qui, pour moi, est très important, étant donné que, en fait, moi, ma réflexion sur ce sujet date du milieu des années 80. Je découvre, en lisant et en préparant des cours de thermodynamique et de physique statistique, un article de Philip Morrison, un très grand physicien américain, qui se pose la question de l'antigravité au sens où on va en parler ici, c'est-à-dire l'antimatière remonte vers le haut de façon, elle fait le mouvement, si vous voulez, inverse de la matière. Un électron tombe et un positron remonte, même si dans la pratique, la mesure est quasiment impossible à faire pour les raisons de champ électrique. Voilà. Donc, on va voir que ma réflexion à ce moment-là, c'est que l'antigravité de Morrison, où il montrait qu'il y avait une petite non-conservation de l'énergie, qui paraît assez abominable à pas mal de gens, en fait, c'est probablement pas un problème parce que en gravitation, au milieu des années 80 où je m'intéresse à cette question, on sait que c'est pas la conservation de l'énergie qui est le maître du point de vue de la gravitation, c'est le second principe. C'est quand vous mettez un système qui, en principe, est totalement isolé et stable
comme un trou noir, ce trou noir, malgré tout, se met à rayonner. Et l'antigravité de Morrison fait à peu près la même chose avec à peu près la même température. Arriver au dernier facteur 2, c'est difficile, mais montrer que c'est du même ordre de grandeur, ça c'est assez facile et c'est ce que j'ai fait. Bon, et puis ça tombe, je fais autre chose, je dirige l'expérience Edelweiss qui est de recherche de matière cachée, dont on va parler, qui est un des éléments importants du modèle standard. Et donc j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Entre 2000 et 2004, on est d'ailleurs en tête de la sensibilité mondiale, la meilleure sensibilité mondiale dans ce domaine qui est extrêmement compétitif. Et donc, quand je vois arriver en 1998 la découverte de la gravité répulsive, ça fait pas immédiatement tilt. Ça fait, oui, c'est intéressant, mais ça a l'air quand même encore un petit peu à confirmer, disons. Et ça n'est qu'en 2000, alors qu'on est tous dans une conférence aux États-Unis, à Santa Monica, que les gens confirment et que je me dis, oulala, mais ça pourrait être la même chose de ce dont je parle, c'est-à-dire qu'on pourrait commencer à regarder l'antimatière et ce qu'elle va faire d'un point de vue cosmologique. Donc reprenons, 1928-1930, Dirac, la version relativiste de l'équation de Schrödinger qui est non relativiste, qui est en gros l'équation de Newton, transcrite dans le domaine quantique. Si on en fait la version relativiste, et bon, pour techniquement ce qu'on appelle les fermions, c'est d'ailleurs les particules qui sont à la base de la matière, les particules de spin demi-entier, on a une équation qu'on appelle l'équation de Dirac de son créateur, qui a deux solutions, et Dirac se pose directement la bonne question, c'est-à-dire quand on a cette solution de masse positive, on commence généralement par ça, on a une deuxième solution de masse et d'énergie négative, les deux signes sont renversés, et d'ailleurs la charge également, hein, si c'est la charge d'un électron au début, c'est quelque chose de différent avec une charge opposée pour la deuxième solution. Du coup, il se pose la question, qu'est-ce que c'est? Pour être un objet qui n'est pas physique, un électron d'énergie négative, mais donc toujours un électron, mais non, elle n'a pas la même charge. Et elle se dit ça pourrait être le proton, et Weil, le mathématicien, dit mais non, la symétrie CPT impose que ça soit la même masse. Et donc on arrive à la notion de anti-électron qui va être détecté par Anderson quelques années plus tard, en 1932. Pas de façon hyper bien détaillée, mais disons, ça emporte rapidement la conviction qu'effectivement, on a quelque chose comme un électron, mais avec une charge opposée, et la masse gravitationnelle, on ne sait pas. La masse inertielle, ça, vous l'exprimez toujours de façon positive, vous pouvez toujours vous ramener à ça. Et donc, on va arriver à ce qui, moi, me pose question, c'est d'ailleurs ce que j'appellerais le raisonnement de Philip Morrison. Si vous avez l'antigravité, vous avez l'impression que, comme, entre guillemets, dans le langage classique, les photons tombent et gagnent de l'énergie dans un champ de gravitation, expression qui, en fait, se révèle fausse après, mais ça, c'est pas très grave pour le moment. Si vous avez l'antigravité, vous pouvez déplacer un système particule-antiparticule comme vous voulez, sans aucun coût, et comme les photons d'annihilation, eux, gagnent de l'énergie, quand vous recréez la paire en bas, vous avez gagné un peu d'énergie. Donc, est-ce que c'est grave ou pas? On ne peut pas en profiter parce que l'espace-temps est courbe. On peut démontrer que, en fait, l'espace-temps est trop compliqué pour arriver à en profiter et à faire un moteur perpétuel, à part l'évaporation du vide qui se passe de façon toujours, mais extrêmement lente. Et justement, je m'intéresse à cette évaporation du vide et je retrouve que c'est la même formule que l'équation du rayonnement de Hawking des trous noirs. Et donc, du coup, ça me dit, bah, si ça se trouve, c'est pas du tout embêtant. C'est quelque chose auquel on doit s'attendre. Et donc, je vais en discuter avec John Bell, l'homme des inégalités qui est au CERN et qui, malheureusement, va mourir quelques années plus tard assez tragiquement et très rapidement en 1990.
Et donc, je commence à creuser un peu les choses et je vois que cette gravité répulsive, elle se trouve dans la relativité générale. En fait, c'est dans une de mes présentations, voilà, moi j'arrive en disant, bon oui, on pourrait... Enfin, si jamais il y avait l'antigravité, mais je ne sais pas du tout comment on l'a fait. Et il y a quelqu'un dans l'assistance qui, après mon talk, me dit, mais pourquoi vous voulez inventer l'antigravité alors qu'elle existe déjà dans la théorie d'Einstein? Une remarque fondamentale qui ensuite a guidé tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire que contrairement à ce que les gens pensent en général, il y a absolument, enfin, il y a des choses à modifier évidemment dans la relativité générale dès lors qu'on autorise les masses négatives, mais on reste dans l'esprit de la relativité générale d'Einstein pour décrire ce que je vais décrire là, qui a l'air d'être une violation, et qui est d'une certaine façon une violation massive du principe d'équivalence. Donc là, je repars, vous pourrez regarder les transparents et les gens qui ont fait des choses similaires à moi dans cette époque-là, aux alentours, avec notamment les physiciens américains Nieto et Goldman. Mais je fais un saut vers la cosmologie pour arriver à ce qu'on avait avant 1998 et ce que l'on a ensuite avec la découverte de la gravité répulsive, et pas de façon anodine au niveau de quelques pourcents, étant donné que dans le modèle standard, la gravité répulsive, qu'on appelle l'énergie noire, représente à peu près 70% de l'univers. En fait, le modèle standard suppose ce que tout le monde suppose, c'est-à-dire que tous les éléments fondamentaux, c'est ce qu'on appelle les fermions, ont une masse positive. Si on fait ça, on a un certain nombre de problèmes qui sont liés à l'énergie du vide, qui a tendance à diverger, c'est ce qu'on appelle le problème de la constante cosmologique mise en évidence principalement par Weinberg. Et le fait que le début de l'univers à densité extrêmement élevée, chaque particule, en gros, est isolée des autres du point de vue causal, et donc on ne comprend absolument pas comment, d'une part, on peut être là, et comment, d'autre part, l'univers peut être aussi homogène à grande distance qu'il est au moment où il devient transparent, à un niveau de 2 parties par 100 000, c'est-à-dire vraiment extrêmement homogène. Et donc, au-delà du Big Bang, alors vous pouvez me dire, est-ce que je dois croire au Big Bang? Ben, en tout cas, vous devez croire à quelque chose qui est au moins 1 milliard de degrés, parce que c'est là qu'on fabrique les éléments nucléaires. Et l'hélium, en de telles quantités, on n'arrive pas en 14 milliards d'années avec les étoiles à en fabriquer autant. Donc, on pense effectivement qu'on a atteint au minimum 1 milliard de degrés. Mais si on reste sur le modèle standard, il y a ce mystère de l'homogénéité de l'univers. Donc, du coup, on a introduit dans les années 80 une notion qu'on appelle la notion d'inflation, qui va étaler l'univers et enlever les grumeaux, en gros, les très grandes inhomogénéités auxquelles on s'attend si personne n'a discuté avec personne. L'étalement fait qu'on retrouve dans notre univers une unité causale et on peut comprendre de cette façon-là l'homogénéité extrême de l'univers au moment où elle va commencer à pouvoir s'effondrer, la matière, à peu près, dans le modèle standard, 380 000 ans. Le problème, évidemment, c'est que cette accélération énorme, cette gravité déjà répulsive qu'est l'inflation, elle est parfaitement autorisée par la relativité d'Einstein, il suffit d'avoir une pression négative, comme pour l'énergie noire. Elle va devoir s'interrompre, sinon l'univers est vide. Si ça ne dure pas tout à fait assez longtemps, l'univers se recollapse instantanément. Donc il y a déjà du fine-tuning là, de l'ajustement fin, pour arriver à sortir dans de bonnes conditions de cette phase. L'inflation a tendance à vous maintenir très très proche de la densité critique, donc on se dit il faut principalement trouver un moyen de sortir de l'inflation, tout ça se passant à une proximité énorme du Big Bang, c'est-à-dire à peu près à 10 puissance moins 35 secondes, ce qui est ridiculement faible. Et là, on retrouve la gravité extrêmement attractive, parce que la densité est énorme y compris devant la densité de la matière nucléaire. Et donc, la décélération se retrouve et on va petit à petit avoir une décélération de temps
de moins en moins forte, mais qui reste quand même colossale. Jusqu'à ce que l'univers atteigne la température d'environ 3000 degrés, auquel moment il y a une sorte d'inconnu qui est à quel niveau d'homogénéité on se trouve, parce que si on est au mauvais niveau d'homogénéité, soit on va fabriquer les structures trop tôt, soit on va fabriquer aucune structure, on va rester en gaz, et dans ce cas-là, on n'est pas là pour en parler parce qu'il n'y a pas de galaxie, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de planète. Donc, à nouveau, il y a, disons, quelques inconnus dans ce modèle. On sait à quel niveau d'homogénéité on veut se trouver, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est à peu près 200 millièmes, c'est-à-dire donc quelque chose qui est très faible. Et petit à petit, avec l'expansion, les inhomogénéités vont croître, mais de façon très lente à cause de cette expansion, de façon ce qu'on appelle linéaire, c'est-à-dire qu'après une expansion d'un facteur 1000 par rapport à la transparente, 1080 si vous voulez, un tout petit peu plus que 1080 si vous voulez être précis, mais disons à peu près 1000, vous voyez que vous êtes passé de 200 millièmes à 2%, c'est-à-dire que votre univers est encore aujourd'hui, d'après le modèle standard, extrêmement homogène à grande distance. Ce qui n'a pas l'air d'être réellement le cas quand vous regardez les grandes structures. Voilà. Donc pour résumer le modèle standard, la matière ordinaire représente un peu moins de 5%, ce qu'on appelle les atomes, qui est sous forme d'atomes. Le rayonnement est tout à fait négligeable au niveau de 1 100 millième de ça à notre époque, donc on le néglige. Et donc, il y a deux composantes au niveau d'à peu près 95%, ou un petit peu plus, qui est la description de notre ignorance. La matière noire, dark matter, et l'énergie noire, dark energy, au niveau de 25, 70 à peu près, 23 ou 72. La précision n'est pas suffisante pour vraiment trancher, même si le satellite Planck vous indique des choses très précises. D'autres mesures vous indiquent d'autres choses, donc il faut être prudent. Le modèle standard par rapport à ce que j'ai dit, donc il a ce côté qui est bizarre que chaque composante, rayonnement, matière, énergie noire, va être hyper dominante à son époque, alors que les autres ne jouent aucun rôle. Donc on commence par le rayonnement dans le modèle standard, du fait que les particules sont ultra-relativistes à ce moment-là. Il y a la matière, dès que la matière et l'antimatière se sont annihilées, eh bien, donc vers une température de 170 MeV, qui correspond à peu près à 10 puissance 12, 1000 milliards de degrés, on a le rayonnement extrêmement dominant. C'est la première courbe là qui part de très très grande valeur de. Alors, hop, est-ce que j'ai mon pointeur là? Voilà, jusque là. Et à un moment donné, un peu avant la transparence, on va croiser la matière devenir dominante et très très dominante. C'est-à-dire l'énergie noire n'a absolument aucun rôle là, sauf s'il y a une autre transition, une autre énergie noire qui arrive dans ce moment-là. Et donc, à peu près maintenant, l'énergie noire, vous voyez, est en train de devenir dominante parce qu'elle est déjà à peu près 20 fois, un petit peu moins de 20 fois, la matière ordinaire et 2 fois, un peu plus de 2 fois la matière tout court, 2 fois et demi, la matière normale et la matière énergie noire, la matière noire. Là, on arrive à 1998, énergie noire, l'antigravité cosmologique, et donc cette surprise qui est que... il faut réaliser que dans les années 90, quand j'ai commencé à parler en conférence de ça, fin des années 80, début des années 90, en 1989, la première présentation dans une conférence internationale que je faisais, j'avais des gens que je voyais rire dans la salle, parce que c'était clairement stupide ce que je racontais. Et patatras, donc en 98, débouche un truc qui est 70% de l'univers est sous forme de gravité répulsive. Donc du coup, c'est un choc dans la communauté qui correspond à... Et là, vous voyez que Adam Riess, qui est devenu prix Nobel en 2011, qui a eu
le quart du prix Nobel, et Lawrence Krauss, qui est un physicien vulgarisateur connu aux États-Unis et par ailleurs un vrai physicien aussi, parlent du terme antigravité. Ils en parlent dans un sens cosmologique et donc loin de la matière ordinaire, et donc il n'est pas question pour eux de parler ni de violation a priori du principe d'équivalence d'Einstein, tout le monde tombe de la même façon dans un champ de gravitation, et ni d'une propriété qui concernerait une antigravité d'une matière voilà, exotique. Et si vous regardez sur Internet la contribution, le discours de prix Nobel d'Adam Ries, vous voyez que quand lui, bon, il est un ego assez surdimensionné, il a tendance à dire que c'est lui qui a trouvé tout dans cette histoire, ce qui énerve peut-être un peu les autres co-récipiendaires du prix Nobel. Et donc, il vous explique ça, et que voilà, toute sa démarche qui va convaincre toute la collaboration que c'est bien une constante cosmologique. Mais si on regarde bien, c'est transparent, on voit négative masse. Alors, voilà, c'est là, c'est un peu flou, j'ai fait une capture d'écran, c'est pas terrible. Mais on voit donc négative masse, et c'est tellement con qu'on passe à autre chose. Et donc, on dit, mais comme les masses négatives n'existent pas, et donc transparent suivant, hop, voilà. Donc il va refaire l'erreur que Einstein lui-même appelait son erreur monumentale, hein, biggest blunder en américain, même si lui parlait en allemand, la plus grosse bourde de sa carrière, dans l'introduction d'une constante cosmologique. Pour la petite histoire, j'étais assis à côté de Steven Weinberg en 2000, quand la confirmation de la gravité répulsive a été introduite, et j'ai entendu Weinberg dire « si vraiment il n'y a pas d'autre solution », ce qui veut dire qu'il n'y croyait pas trop, quoi. Voilà, donc c'est possible que ça soit ça, et en fait, une immense majorité de la communauté suit cette hypothèse, mais d'un autre côté, c'est possible aussi qu'on se trompe massivement, et c'est ce qu'un certain nombre d'auteurs commencent à penser. Et donc, mais après, la difficulté, c'est qu'est-ce qu'on propose à la place. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'antigravité, c'est un terme piégeur parce que on ne définit pas bien ce que c'est, si c'est juste la gravité répulsive ou si c'est attaché à une violation du principe d'équivalence. Donc, il doit être clair que dont je parle, à la fois, je vais essayer de faire en sorte que ça soit parfait, ça respecte l'esprit de la relativité générale, et ça, d'autres gens ont fait ça comme moi, et d'autre part, que, effectivement, particules et antiparticules dans un champ de gravitation ne suivent pas les mêmes trajectoires. En particulier, donc, l'antimatière est repoussée par la matière. Donc ça n'est pas la même chose que l'antigravité dont parle Ries, où il accepte la notion à réticence, mais la notion de gravité répulsive, mais sans violer le principe d'équivalence d'Einstein. Et donc, un élément important, même fondamental, qui a été apporté, c'est ce qui se passe quand on regarde en relativité générale, donc sans changer la relativité d'Einstein, quand on met dans le même système des masses positives et négatives. Ce truc a 31 ans et il est encore extrêmement peu cité alors qu'il est fondamental. Parce que dès qu'on va mettre des particules qui ne sont pas soumises qu'à la gravitation, mais aussi à des forces électromagnétiques, ce qui est toujours le cas, hein, le vide, c'est un milieu où il y a des particules virtuelles, il y a des électrons, des positrons, des quarks, des antiquarks qui sont cachés à l'intérieur. Et ce machin-là a une masse nulle pour une raison qu'on ne sait pas, parce que justement, sinon, il y a le problème de la constante cosmologique, de l'énergie du vide, qui devrait être énorme si tous vos termes de masse sont positifs. Et donc, regardez ce qui se passe. En relativité générale, si vous n'avez que la gravitation, une masse de moins 1 kg, elle ne remonte pas du tout vers le plafond, elle tombe. Ça, c'est la relativité d'Einstein. Par contre, donc, si vous mettez une masse de moins 1 kg attachée par autre chose que la gravitation, il faut nécessairement que ça soit autre chose que la gravitation, donc des forces électromagnétiques, ce qui à nouveau est toujours le cas, hein.
y compris dans le vide ici. Si vous mettez un électron, il va y avoir un champ électrique qui est lié à la polarisation gravitationnelle des électrons et des protons de la Terre qui crée le champ gravitationnel. Il y a un champ électrique induit par la gravitation qui est énorme et qui va changer la force totale exercée sur votre électron. Et donc, ici, si vous faites le bilan des forces, vous allez vous apercevoir que les deux masses, plus 1 kg et moins 1 kg, qui tombaient bien toutes les deux, dès lors qu'elles sont attachées par autre chose que la gravitation, elles vont se mettre à léviter parce que le bilan des forces sur elles est nul. Et la masse de plus 1 kg essaye d'aller vers le bas et la masse de moins 1 kg essaye d'aller vers le haut, alors qu'avant, sans interaction entre les deux, elles tombaient toutes les deux. C'est extrêmement bizarre et contre-intuitif, mais dès qu'on parle d'énergie et de masse négative, on a un certain nombre de surprises comme ça, et la force centrifuge au voisinage d'un trou noir, elle est en fait centripète dès lors qu'on se rapproche de la zone d'énergie négative, là aussi. Voilà. Cette polarisation gravitationnelle a été étudiée par un certain nombre d'autres gens, notamment Luc Blanchet à l'Institut d'astrophysique de Paris, avec qui j'ai discuté plusieurs fois, qui ne croit pas du tout à ce que je fais, mais il a fait quelque chose d'extrêmement similaire, et pour les mêmes buts, c'est-à-dire d'expliquer matière noire et énergie noire, en gros, de se débarrasser des deux. Et un physicien au CERN qui s'appelle Ajdukovic. Voilà. Donc, pour revenir à la phrase un peu bête de Riss, désolé de dire ça d'un prix Nobel, les masses négatives n'existent pas, c'est quand même passé à côté de l'histoire des sciences, parce que les masses négatives, c'est justement l'antimatière. Et si vous avez regardé l'exposé d'Alain Riazuelo sur Voyage à l'intérieur d'un trou noir, vous avez vu peut-être que, de façon très standard, un même trou noir va être attractif, donc plus M, M positif, ou répulsif, la même masse, mais moins M, négatif, selon l'endroit où vous vous trouvez dans le trou noir. Il faut simplement qu'il soit un peu en rotation pour avoir cette propriété de vous montrer, d'avoir le trou de verre qui est là, qui vous permet de passer d'une zone à l'autre. C'est-à-dire que votre trou noir, qui a tendance à ressembler beaucoup à des particules, ça, Brandon Carter l'a vu dès les milieu des années 1960, est à la fois un objet de masse positive et négative. Ce n'est pas deux objets séparés, c'est un même objet. Et moins connu, en fait, quelque part, c'est moins dans les années 90, puis de façon plus sérieuse en 2004, je suis allé quelque part le discuter, le rappeler à Carter. La charge change aussi. J'en avais parlé à Alain Riazuelo aussi. Il m'a dit, bon, c'est un peu compliqué à décrire en plus la charge, donc je n'ai pas fait. J'ai commencé à regarder, mais c'était graphiquement différent. Mais en fait, donc, on a quelque chose qui ressemble énormément à l'antimatière à cause de ses propriétés de conjugaison, c'est-à-dire renversement du signe de la masse et renversement du signe de la charge. Donc, il y a quand même des raisons dans la relativité générale. Donc, j'ai mis les références là de la conférence de Alain Riazuelo et puis l'article qui se trouve, je pense, dans American Journal of Physics, mais qu'on peut trouver sur Archive, où il décrit tout ça et avec la référence de l'animation. Voilà. Donc, en 2004, je me débarrasse, si je puis dire, de Edelweiss. Je commençais, après une quinzaine d'années, d'en avoir, et puis on ne trouvait rien. Les gens ont fait encore des projets d'un facteur 100 à 1000 par rapport à ce qu'on a fait à cette époque-là. Mais disons, on avait déjà une sensibilité énorme et on ne voyait absolument rien dans la matière noire. Et donc, je me dis, je vais me lancer dans l'étude de la cosmologie en tant que test de l'antigravité auquel je pensais avant, en supposant que ça puisse être le cas pour l'antimatière. Et ça, c'est très dur, hein, même si les mesures, la plupart des mesures en cosmologie sont assez imprécises, ça reste un énorme défi parce qu'il faut que vous résolviez le problème de l'âge qui avait été un des drivers, des motivations pour l'introduction de la gravité répulsive, c'est-à-dire que l'univers qui n'a que de la matière
au niveau de l'inflation, c'est-à-dire la densité critique, qui est juste au bord de le réeffondrer, à un âge qui est à peu près 9 milliards d'années, et cet âge a l'inconvénient d'être moins âgé que les étoiles qui sont à l'intérieur de l'univers, ce qui fait quand même un peu tâche. Et donc, on a introduit déjà au milieu des années 90 la soupçon qu'il y a de la gravité répulsive. Donc l'âge, il faut le retrouver, trouver la même motivation que dans le modèle standard, c'est-à-dire un âge qui est à peu près une fois et demie ces 9 milliards d'années, 3,8 milliards d'années au minimum, qui est plutôt un minimum. Ce qu'on appelle la distance de luminosité des supernovae, c'est-à-dire que ce que vous observez vraiment, c'est le décalage vers le rouge, le redshift, et cette variation de la luminosité en fonction de la distance, elle doit être respectée. Et nous allons voir que c'est bien le cas dans l'univers 2000 dont je vais parler. Il faut arriver à avoir les bonnes proportions de noyaux, et ça avait déjà été fait quand j'ai commencé à... Et c'est le cas, sauf pour le deutérium et l'hélium-3, on verra que Dirac-Millet permet de répondre à cette production. Il faut former les structures au bon moment et en bonne quantité. Il faut reproduire la méthodologie de la matière noire. Et alors, énorme difficulté, ce qui n'est pas fini mais qui est en bonne voie, reproduire le spectre, c'est-à-dire le son, si vous voulez, les oscillations à une échelle caractéristique d'à peu près 0,9 degrés, un tout petit peu moins qu'un degré, du fond diffus cosmologique qui représente les oscillations de l'univers, en tout cas c'est ce que dit le modèle standard, au moment où l'univers devient transparent. Et si possible, prédire un certain nombre de choses nouvelles. Donc l'univers de Dirac-Millet, pour résumer, qu'est-ce que c'est? C'est un univers qui a autant de masse positive que de masse négative. On restaure une symétrie et avec ça, on a beaucoup moins de problèmes du point de vue de l'énergie du vide parce que par construction, on a mis autant... Les fermions sont devenus de masse positive et les antifermions, les antiquarks, par exemple, les anti-électrons et les sont devenus de masse négative. Et donc l'assemblage des deux a une bonne raison d'être à peu près de masse nulle. Voilà. Par masse négative, donc, on a vu que si on s'intéresse qu'à la masse gravitationnelle, il n'y a rien de nouveau qui se passe, mais dès que l'on va mettre aussi l'électromagnétisme ou d'autres interactions, on va avoir une polarisation gravitationnelle qui est prédite par le système. Donc c'est ce que je vais supposer qui se passe. On va tester après le caractère relativiste, parce que dans l'antiproton qui est testé au CERN, il y a une faible part de la masse qui est portée par les quarks. Le reste est de l'énergie de liaison et des gluons qui ne sont pas visibles de l'extérieur. Et donc, on parle là d'un univers à masse totale nulle, donc qui apparaît vide à grande distance, même s'il n'est pas vide, hein, il y a la matière et l'antimatière qui se baladent dedans, et qui fait partie de ce qu'on appelle les univers accostants, coasting en anglais, comme un bateau qui accoste quand il a coupé son moteur et qui va arriver à quai, il est accostant. C'est-à-dire donc qu'il n'y a aucune force qui s'exerce sur le bateau, et on le laisse aller, et dans l'univers d'expansion, tout se ralentit doucement, les rapides s'éloignent rapidement de vous, les lents restent lentement avec vous, et donc la température baisse quand même, hein, ça évolue avec le temps. Voilà. Donc regardons un petit peu ce qui se passe dans ce cas-là. Donc il y a d'autres gens qui ont vu très tôt que l'univers du modèle standard ressemblait beaucoup à cet univers accostant. Et récemment, il y a une revue qui a été faite par Juan Casado, un physicien espagnol, qui repère plus d'une centaine de références sur cette notion d'univers accostant. Donc ce n'est pas de loin l'hypothèse majeure, mais néanmoins, beaucoup de gens ont remarqué que quand même, ce truc décélérant à mort, accélérant à mort, redécélérant à mort, décélérant doucement et puis maintenant réaccélérant pour, dans le futur très lointain, réaccélérer à mort une fois que l'univers sera quasiment vide, ça fait quand même un petit peu bizarre.
pour dire le moins. Voilà, maintenant, si je regarde l'âge de l'univers, il a donc ça, notre temps actuel, c'est 0, hein, et on mesure en temps de Hubble, c'est-à-dire vous mesurez l'expansion. Donc le taux d'expansion, on sait qu'il est de l'ordre de 70 km par seconde et par mégaparsec. Le mégaparsec, vous savez ce que c'est un peu plus de 3 millions d'années-lumière. Et donc, si vous regardez ça, donc ça fait 1 sur H0, ça fait à peu près 14 milliards d'années. Donc confortable par rapport à l'âge de l'univers d'Einstein de Sitter, qui est la ligne pointillée, qui a le malheur de faire un Big Bang. Le Big Bang se repère par la taille de l'univers égale 0 sur l'axe vertical. Donc vous voyez que l'univers d'Einstein de Sitter, avec la densité critique sans énergie noire et sans autres composantes bizarres, il a la propriété qu'il se collapse, il devient le Big Bang, il devient de densité infinie beaucoup trop tôt. Par contre, donc, on voit que, coïncidence, l'univers du modèle standard qu'on appelle lambda CDM, lambda pour énergie noire, CDM pour cold dark matter, la matière noire, hein, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, a, coïncidence ou pas, quasiment exactement le même âge que l'univers de Dirac-Milne, qui est donc matière-antimatière de masse à grande distance nulle, et il a aussi à peu près un âge, en fait, si on regarde dans les détails, plutôt 15 milliards d'années que 14, mais disons le bon âge, l'âge minimum pour répondre à la présence d'étoiles d'environ 14 milliards d'années que l'on voit dans l'univers. Les échelles de temps, par contre, quand on remonte dans le passé, sont fondamentalement différentes. Si je regarde la température, nous, on est ici à peu près 3 degrés. 3 degrés, ça fait 1/4 millième d'électronvolt. La température est mesurée en électronvolts. 1 électronvolt, ça fait à peu près 11 000 degrés. Et la transparence de l'univers, c'est à peu près 3000 degrés. Au moment où l'univers, dans le modèle standard, fait 380 000 ans. Et plus on remonte, donc au moment où l'univers devient transparent, le rapport des âges est 35 au moment où l'univers devient transparent, des millions au moment de la nucléosynthèse, la fabrication à 1 milliard de degrés à peu près des premiers éléments nucléaires, et des milliards au moment où la matière et l'antimatière coexistent, c'est-à-dire qu'au lieu de 30 microsecondes, l'âge de l'univers de Dirac-Milne est de 7 jours, ce qui est donc gigantesque et qui permet la création et la séparation déjà dès cette époque de matière et d'antimatière, et qui est absolument nécessaire à notre survie. La nucléosynthèse, je passe rapidement, elle dure 35 ans au lieu de 3 minutes, et assez rapidement, donc des gens, un peu après la découverte de l'énergie noire, d'un groupe de physiciens indiens qui sont là, vont publier des articles en disant « mais c'est quand même assez extraordinaire, en dehors de deutérium et hélium-3 qui effectivement créent des problèmes, le rapport hydrogène, hélium, lithium, le lithium qui est un problème dans cette histoire-là pour le modèle standard est plutôt moins un problème dans le cas de l'univers de Milne, l'univers accostant. Et il se trouve que l'annihilation de matière-antimatière permet de comprendre comment on va recréer un petit peu de deutérium et d'hélium-3 après la nucléosynthèse normale. Et donc, cette chose-là est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire avec un rapport de plusieurs millions entre les 3 minutes de Steven Weinberg de le début de l'univers, la nucléosynthèse, et celle de Dirac-Milne qui fait 35 ans, il y a une coïncidence à nouveau étonnante. La distance de luminosité de supernovae, c'est à nouveau pas nous qui l'avons trouvé, c'était Chodorowski, un physicien polonais, qui, après un article faux qui disait qu'il y avait une différence violente entre l'univers de Milne et l'univers du modèle standard, corrige l'erreur qui se trouve dans cet article et dit qu'au contraire, il appelle son article la cosmologie à l'ombre de Milne, c'est Cosmology under the shadow of the Milne universe,
qui est tout à fait ça, et avant que l'on commence nous-mêmes à travailler sur cette question. Et ça a l'air anodin, redshift entre 0 et 2, mais ça correspond à un facteur 27 en densité, 1 plus 2 au cube, parce que vous avez raccourci tout le monde à un tiers, 1 sur 1 plus 2, qui est le redshift à 2. Et donc, la densité est 3 au cube plus grande. Et donc, pendant une plage énorme en densité, un facteur 27, c'est quand même déjà énorme, la distance de luminosité est quasiment identique à quelques centièmes de magnitude. Et donc, il y a peut-être 0 ou 1 supernovae à 2. Donc, quand vous faites l'ajustement entre 0 et 1, l'accord est absolument remarquable. Il y a toujours des gens pour vous dire, mais nous avons démontré que l'accélération de l'expansion de l'univers ressort bien des supernovae, mais c'est faux. C'est connu que c'est faux. Il faut me faire des hypothèses supplémentaires sur la cosmologie, que les gens considèrent comme évidentes, mais qui n'ont aucune raison d'être. Donc ces gens-là qui sont cités là ont tous dit que l'univers Costing avait bien essentiellement la même distance de luminosité des supernovae qui, en principe, libellé du prix Nobel, a démontré l'accélération de l'expansion de l'univers. Ouch. Alors, il y a d'autres gens qui ont fait des choses similaires. Mon ami Fulvio Melia a un univers RH égale CT qui ne fait pas appel à l'antimatière, on ne sait pas s'il y en a ou pas, mais qui lui aussi est Costing. Et mon ami Massimo Villata a un univers où l'antimatière ne se repousse pas elle-même. Et ça, je pense que les simulations montrent que ça ne marche pas, pour des raisons. Ceci dit, ils sont quand même très proches de l'univers de Dirac-Milne. Et il y a aussi Jean-Pierre Petit, dont j'ai du mal quelquefois à comprendre l'univers, et j'aime pas me faire engueuler alors que je l'aide. Et donc, on a cessé un peu d'échanger, et il a tendance un peu à s'engueuler avec tout le monde, même si c'est quelqu'un de brillant. Il est un petit peu trop désordonné pour moi. Voilà. Mais donc je cite Jean-Pierre Petit parce qu'il a des intuitions assez géniales et les gens me disent souvent c'est la même chose, sauf que quand je lis ses articles, c'est clairement pas la même chose. Lui, c'est pas de l'antimatière et l'antimatière, enfin la masse négative et la masse positive sont pas du tout en même rapport, elles sont en rapport 40 ou 50, donc c'est pas du tout le même modèle. Voilà. La formation de structures, je passe rapidement. Je pense que on a montré dans une série d'articles qui sont publiés dans Physical Review et que vous avez la référence là et que vous trouvez aussi sur Archive, que d'une part, la formation des structures est très différente, elle est beaucoup plus précoce que dans le modèle standard, mais ça c'est plutôt un avantage quand on regarde les données du James Webb, du télescope spatial James Webb, parce que l'on voit à un décalage vers le rouge à un redshift très élevé, des galaxies déjà bien actives et de grosse masse, 10 puissance, au moins 10 puissance 9, 1 milliard de masses solaires certainement. Et donc, il s'est passé extrêmement tôt, à moins de 200 millions d'années après la transition de transparence, et donc après le Big Bang, parce que l'âge autrement est négligeable en millions d'années, 380 000 ans, c'est faible. Il faut expliquer ça, et dans le modèle standard, on a quand même un mal fou à expliquer ça. Avec des poutres de perlimpinpin, en ajustant un peu les simulations. Donc là, vous voyez que dans le modèle standard, partant d'inhomogénéités qui sont au niveau de 2 pour 100 000, pendant très longtemps, on a dit la création des premières structures est extrêmement tardive. Les gens s'attendaient à le trouver à des redshifts assez tardifs. Et puis, petit à petit, on a repoussé. Et James Webb est un peu la catastrophe finale, c'est-à-dire qu'il trouve des galaxies. Alors, les galaxies, c'est déjà des objets extrêmement évolués, avec en plus apparemment de la poussière. Donc ça, c'est moins bien caractérisé. C'est-à-dire donc des générations d'étoiles qui peuvent être assez rapides, mais quand même, qui se produisent à des âges extrêmement faibles par rapport au Big Bang. Donc, alors là, dans Dirac-Milne, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on part d'un contraste
1 ou 2, si vous voulez, c'est-à-dire plus 1 et moins 1, entre les bassins de matière plus 1 et d'antimatière moins 1, et on va avoir des effondrements quasiment immédiats. Quand même quelques millions d'années, hein, mais le temps d'effondrement est de l'ordre de dizaines de millions d'années. Mais donc, on va arriver à faire très rapidement des générations successives et très violentes d'étoiles avec des bassins qui, si vous voulez garder un chiffre en tête, est de l'ordre de 100 millions de masses solaires. Chaque bassin, au moment où l'univers devient transparent, il y a des plus petits et des plus gros, mais c'est la masse typique et ça. Voilà. Et autre chose aussi qui est agréable dans Dirac-Milne, c'est que ça vous montre que très très rapidement, pour les premiers grands nuages qui s'effondrent, ils vont arriver, ils ne sont pas encore perturbés par les autres qui viennent de s'effondrer. Les premiers qui ont de la chance et qui ont très peu de moments cinétiques, de mouvements de rotation, vont pouvoir faire des trous noirs très très massifs, chose qui est aussi une des grandes surprises de notre millénaire, qui est du début de notre millénaire, qui est les découvertes de la centaine d'événements de coalescence de trous noirs de LIGO et Virgo, et quasiment, contre nos attentes, quasiment que des trous noirs, et qui sont dans des zones, y compris des zones interdites en principe, sauf si on a des générations antérieures de coalescence de trous noirs, parce que ces trous noirs de ces masses-là ne devraient pas se produire par des effets de polarisation dont je ne parle pas. Voilà. Alors maintenant, pour avoir des idées un petit peu plus claires sur la formation des structures, on fait une tomographie, c'est-à-dire à un moment donné où les structures sont déjà formées, je passe à travers, voilà, et qu'est-ce que je vois? Le bleu, c'est la matière, et l'orange, c'est l'antimatière. On va voir là, les deux séparés après. Donc vous voyez que il y en a un qui est étalé, c'est l'antimatière, et l'autre qui est condensé. Nous, à l'endroit où on est quand même indépendant de la Terre, qui est infiniment dense par rapport à l'univers moyen. Notre galaxie, qui est quand même du vide essentiellement, à notre endroit, c'est quand même 1 million de fois la densité moyenne de l'univers, à peu près. Hein. Donc, on est dans un endroit exceptionnel, une galaxie. Hein. Et ces zones bleues ne reflètent pas bien l'immense densité de certains points au départ. Et donc, le coup suivant, je regarde, voilà, ça, la matière seule, voilà. Et donc, elle fait, quand on passe au travers, ce qu'on voit dans la nature, c'est-à-dire des plans, des lignes et des clusters, des amas de galaxies, avec des densités énormes ou nœuds. Là, on est à l'échelle cosmologique, hein, on parle d'amas de galaxies pour chacun des points. Mais si je regarde maintenant l'antimatière, je vais avoir quelque chose de différent. Alors, elle est en bleu maintenant, parce que bon, voilà, c'était la première couleur qui me tombait sous la main. Mais on voit bien cette notion de bulle. Et parce que donc l'antimatière, se comportant comme la matière de masse négative au sens des électrons et des trous de Dirac, ou des électrons et des trous qui existent réellement dans un semi-conducteur, va aller en sens inverse des électrons dans un champ de gravitation, comme le font les électrons et les trous d'un semi-conducteur, et va s'éloigner, chercher à s'éloigner de la Terre, sauf que l'espace, il doit être partagé entre tout le monde, et donc il prend la moitié de l'espace à peu près. Voilà. Donc cette situation-là ressemble un peu à ça. Je pense que la galaxie, c'est un tout petit jaune d'œuf au centre de l'œuf. L'œuf avec beaucoup de vide, et puis l'antimatière, c'est ce qui complète les œufs dans la boîte à œufs. Hein. Et donc elle a une forme qui n'est pas du tout sphérique, parce qu'elle complète un truc sphérique dans un cube. Et ça, si vous regardez, ça fait quelque chose qui va créer la phénoménologie de la matière noire. Pourquoi? Parce que donc je vais représenter de façon très simplifiée la galaxie qui est en fait un point, hein, quasiment, c'est tellement dense par rapport au reste, mais on représente ça par une petite ellipse. Grande bulle de vide, et puis de l'antimatière à côté.
il faut avoir en tête que ça, ce n'est pas un cube juste posé tout seul dans l'univers, c'est en fait une structure à l'infini avec plein de galaxies à peu près semblables, plus ou moins semblables dans l'univers, mais donc après on a fait des simulations plus détaillées, qui peut se résumer comme ça, c'est-à-dire je vais représenter la grande bulle de vide par la somme de... je vais remplir l'antimatière partout, comme elle va être partout à densité uniforme, je ne vais plus la voir, et je compense pour arriver à compenser la masse négative de l'antimatière qui est à gauche, je compense ça avec de la matière verte qui est à droite, et donc c'est elle qui va jouer le rôle de la matière noire, comme une immense bulle de matière à très faible densité qui se trouve autour de la matière. Mais elle n'existe pas vraiment, c'est du vide, mais le vide étant plus lourd que la masse négative qui est à l'extérieur, c'est ça. Et si vous regardez, ça donne des courbes plates à grande distance de la galaxie. Et si vous regardez avec non plus des galaxies identiques, mais des galaxies en très grand nombre, avec toutes les masses, un facteur 1000 en masse, vous avez quelque chose qui ressemble énormément à la gravité modifiée monde. La gravité modifiée monde, ça vous dit quoi? Que ça respecte Newton jusqu'à peu près un 10 milliardième de mètre par seconde carrée. Et après, ça commence à dévier, c'est l'arrondissement qui est là. Voilà. Et si je regarde le champ de l'antimatière est assez bien défini partout, parce que dès que je m'éloigne de la matière, il l'a compensé, il a cherché à s'étaler au maximum, et lui, il a une valeur assez bien définie qui est là. On n'est pas à notre époque, on a une autre époque, mais qui représente le champ monde. Donc vous avez trouvé une explication au champ, à l'endroit où la gravité de Newton ne marche pas, c'est parce qu'en fait, vous n'avez pas pris en compte les masses négatives qui sont loin de vous, et quand vous vous en rapprochez, eh bien, vous finissez par voir son côté répulsif. Et lui, il a un caractère assez ramassé, un facteur 2 grand maximum, et la courbe rouge qui est là, c'est la prédiction de monde avec ses erreurs, parce qu'ils ont des erreurs, ils ne savent pas parfaitement caractériser. Donc l'accord est absolument remarquable. C'est quelque chose qu'on a publié en plein Covid, et du coup, pas grand monde l'a vu, et il n'y avait plus de présentation dans les conférences. Mais je pense que c'est assez remarquable. Je passe sur le fait que le fond diffus cosmologique, en fait, là aussi, ça avait déjà été fait par quelqu'un d'autre, dans un autre contexte, c'est-à-dire qu'il regardait des grandes bulles de vide. Mais des grandes bulles de vide, c'est Dirac-Milne, en gros. Ça remet un contraste de 2. Vous avez enlevé quand on fait ce qu'on appelle le Swiss cheese, c'est ce qu'a regardé une physicienne française, Sellerier et Wessel-Valkenburg, qui était à l'époque en France, d'ailleurs aussi, à Annecy. Quand vous faites ces grandes bulles de vide jointives comme ça, dans le Swiss cheese, alors les Suisses ne sont pas contents en général parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de trou dans leur fromage, mais ça prend la moitié de l'espace, ce qui est le cas, c'est ce qu'on veut faire entre matière et antimatière. Ils se répartissent en prenant chacun à peu près la moitié de l'espace, c'est pas exactement ça. Voilà. Et si on regarde les ciels que ça fait, ça n'est plus les fluctuations de température au moment où l'univers devient transparent comme dans le modèle standard. Ce sont les structures qui sont généralement pas visibles parce qu'elles sont quand même deviennent à une dizaine de milliards d'années-lumière, mais leur vide et leur plein font quelque chose qui ressemble énormément au fond diffus cosmologique. Et voilà, donc on pourrait dire patatras parce que tout le monde dit c'est bien beau tout ça, mais si on mesure que l'antimatière n'est pas repoussée par la matière, ça ne marche pas. C'est ce qu'un certain nombre de journaux ont dit, y compris pour la science qui dit l'antimatière chute comme la matière, ce qui est peut-être un peu dangereux. Et encore pire, Science, qui pourtant m'a interviewé et qui me cite, mais antimatter falls down just like ordinary matter. Just like, c'est un petit peu... Donc on va voir. L'expérience au CERN, alpha, c'est quand même remarquable. Hein. C'est, par rapport à l'expérience qu'ils avaient fait en 2013, c'est plus d'un facteur 100 de sensibilité. Il leur faut quand même un facteur 500.
Alors, eux, ils disent qu'ils l'ont, le facteur 500. On va voir que ce n'est pas si clair que ça, parce que le piège, là, qu'ils ont, donc qui est un piège atomique, qui est un piège par ce qu'on appelle les gradients de champ, les variations de champ, à une profondeur faible, donc il faut accumuler lentement des atomes d'antihydrogène et puis relâcher. Et là, il y a quand même des choses qui ne correspondent pas du tout à leur simulation et aux simulations que j'ai faites une fois que j'ai récupéré leurs données, parce que leurs données sont publiques. C'est un petit peu difficile d'obtenir leurs données, mais en demandant assez poliment et en leur disant que je pouvais faire une demande officielle si vous voulez vraiment pas me les donner. J'ai obtenu les données et donc j'ai regardé et il y a quand même des choses qui ne marchent pas. Alors, en tout cas, qui ne sont pas du tout claires. Voilà. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que la mesure est encore assez imparfaite, c'est-à-dire que le piège a une profondeur énorme, même si ça ne piège que des choses d'un demi-degré, c'est énorme devant ce que peut faire la gravitation, c'est-à-dire que les allers-retours et la gravité ne leur fait que perturbe que même pas un millième de leur énergie. Et le champ à la fin, c'est ça, qui est 1/200e de ce qu'il y avait au départ, et pourtant il reste encore 10 fois la gravité. Hein, la gravité, c'est ce pauvre petit truc qui est en pointillé rouge là, et donc c'est tout à fait faible par rapport à là où ils s'arrêtent. Et donc on regarde ce qu'ils ont, et c'est quand même pas tout à fait comme la matière. Alors la gravité répulsive, c'est le côté violet, elle est clairement exclue si vous croyez à leur mesure. Faut-il croire à leur mesure? Ça, c'est moins clair. Pourquoi? Parce qu'ils citent eux-mêmes que leurs simulations ne correspondent pas du tout à ce qu'ils observent. C'est dans les ratios de particules qui ont été éjectées du piège par rapport à ce qu'ils attendent. Ils attendent 51% qui restent à la fin piégés dans les 10 fois la gravité. Ils n'en ont que 10%. Un facteur 5, ça fait un peu désordre quand même. Je veux dire, est-ce qu'il ne faut pas multiplier aussi les erreurs d'un facteur 5? C'est ce que font les gens prudents quand il y a un désaccord entre les... On renormalise les erreurs, ça n'a pas été fait là. Une autre chose qui est gênante, c'est quand j'ai récupéré leurs données. Alors, je ne suis pas censé encore dire ça parce qu'on n'a pas tout à fait discuté avec eux, mais ça c'est un fait et tout le monde peut avoir accès à leurs données. Le rapport haut sur bas dépend du temps avec lequel les particules sortent. Et ça, c'est pas normal. Enfin, en tout cas, si c'est quelque chose de prédit par les simulations, il faut regarder lequel est le plus astucieux à utiliser, si c'est là où le ratio est le meilleur ou le plus faible. Et en fait, donc, par rapport aux simulations, ça varie en sens exactement inverse de ce que prévoit la simulation. Donc, il y a un problème. Voilà. Et donc, il faut arriver à trouver une méthode qui arrive à comprendre où est le problème. Il faut arriver à ce qu'on appelle à calibrer. Et pendant longtemps, les gens ont dit « mais ça, c'est impossible, on ne peut pas mettre de l'hydrogène parce qu'il ne s'annihile pas ». Et en fait, en juillet, les gens ont publié une manip où ils mesurent à 1 millième la gravité de l'hydrogène, qui est parfaitement connu, c'est de la matière, 9,8 mètres par seconde carré. Et donc, j'en arrive juste à peu près, je suis un tout petit peu en retard, à ma conclusion. Je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais je pense quand même, et il y a quand même une centaine de gens qui ont écrit des choses similaires avec moi, qui, sans penser nécessairement l'antimatière, remarquent qu'un univers ni accélérant ni décélérant, qui est quelque part vide à grande distance, ressemble énormément à l'univers du modèle standard, sans toutes ces complications et sans tous ces machins qu'on ne voit pas. 95% de l'univers qu'on n'arrive vraiment pas à voir, c'est quand même gênant, et avec beaucoup de concordance. L'antimatière, donc cet élément supplémentaire de Dirac-Milne, ça, je pense que ça comble un certain nombre des problèmes, notamment dans la nucléosynthèse avec le deutérium et l'hélium-3, qui sont des détails, mais des détails très importants de la théorie. Ça explique aussi pourquoi les structures sont aussi jeunes et que voit James Webb, ça enlève des grosses tensions. Sur la constante de Hubble, ça vous dit ben, vous ne mesurez pas la même chose entre le fond diffus cosmologique et les distances proches. Ça vous dit aussi que
l'échelle d'homogénéité de votre univers n'est pas les 10 mégaparsecs auxquels vous parle le modèle standard, qui vous dit que ça doit être très homogène dès que vous dépassez ça. Non, c'est plutôt 300 mégaparsecs, et donc vous avez des vagues là-dedans qui modulent et vos mesures sont encore, pour les mesures proches que fait Adam Riess, très inhomogènes, et donc vous trouvez des choses qui ne sont pas en accord les unes avec les autres, et c'est normal. Et ça vous explique pourquoi il y a l'apparence de la matière noire, et ça vous explique pourquoi il y a... vous pouvez choisir matière noire, gravité modifiée, mais ça vous explique pourquoi il y a ce champ de 10-10, un 10 milliardième de mètre par seconde carré, qui est en fait le champ de l'antimatière. Quand vous vous en rapprochez, ce champ est assez homogène, et donc c'est normal qu'il apparaisse. Formation des structures, j'en ai parlé. Alors évidemment, le résultat de premier résultat de l'expérience l'alpha-G était un choc. Faut-il les croire? Ça reste un très très bon groupe. Hein. Je pense qu'ils sont assez... Enfin, je ne veux pas foutre le bordel dans leur collaboration, mais je pense qu'ils ne sont pas tous d'accord entre eux parce que, et je vais donner un exemple pour ne pas juste médire de leur collaboration, il y a un des auteurs qui, essentiellement, il prend les mêmes hypothèses que Dirac-Milne, sauf pour l'hydrogène, parce qu'il dit quand même que ça serait un peu extrême s'il remontait vers le haut. Mais je trouve ça assez extraordinaire. C'est quelqu'un qui signe le papier d'alpha-G, prend quasiment les mêmes hypothèses de gravité, notamment sur ce qu'on appelle le muonium, l'électron-muon, et le positronium, l'électron-positron. C'est exactement la même chose que Dirac-Milne. Donc, bon, il y a quand même un doute, y compris dans alpha-G. Et donc, si vous voulez en savoir plus, le dernier bouquin, c'est Antimatière et gravité, qui est paru en avril. Et déjà, dans l'insoutenable gravité de l'univers, où j'étais venu en parler en novembre 2018, reste d'actualité, avec plus de choses sur le reste de la gravitation. Et voilà, les articles originaux sont tous sur Archive, sauf celui sur le CMB, qui reste à publier. Voilà, je m'arrête là.